je ne suis pas sourde. Mais c'est toujours « Madame, madame !» C'est énervant. Énervant. Même pas mort, c'est un podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. Dans la saison 1, on a pu constater que la vieillesse n'était pas la retraite du cœur. Avec cette nouvelle saison, l'objectif est toujours de changer de regard sur nos aînés, en arrêtant de fermer les yeux justement sur un sujet qui nous concerne toutes et tous, l'agisme. Moi je m'appelle Fiona Hyper, je suis journaliste, et je suis allée parler de préjugés, de respect et du temps qui passe avec des vieux, des moins vieux et des experts. Dans cet épisode 1, on va comprendre ce qu'est exactement l'agisme et comment il transpire par les pores de notre société. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se défaire de l'idée que le vieillissement est un désastre et la jeunesse une période de liesse ? Comment nos représentations culturelles et médiatiques mettent-elles de l'huile sur le feu des stéréotypes ? En bref, comment l'imaginaire collectif influence-t-il notre rapport à l'âge et nos relations ? Celui qu'on va chercher à décortiquer au cours des 5 prochains épisodes, c'est donc l'agisme. L'agisme, c'est une discrimination fondée sur l'âge qui va de petites phrases apparemment anodines jusqu'à de graves maltraitances. C'est aussi des injustices dans la vie de tous les jours, des droits bafoués, un accès à la santé compliqué, un traitement différent des autres dans le milieu de l'emploi, etc., etc. Ce phénomène regrettable touche surtout les plus vieux, mais aussi les plus jeunes, et parfois même ceux entre les deux. Comme nous, on s'intéresse particulièrement aux stéréotypes qui collent à la peau des vieux, avant d'entrer dans le vif du sujet, on s'est dit que ce serait intéressant de se poser une première question. Qu'est-ce que la vieillesse ? Est-ce que c'est, comme on l'entend souvent, un naufrage ? Une ennemie ? Est-ce que c'est un fait biologique ? Un état psychologique ? Une construction sociale ? Ou est-ce que c'est simplement la dernière étape de la vie ? Anne-Marie, 78 ans, nous parle de son expérience personnelle. Personne n'a appris que à partir de, disons, 70 ans, on est vieux. Grande surprise de la vie. Bien sûr que c'est pas évident d'accepter ou pas accepter du tout. Tout vous fait comprendre que si, t'es vieille. Par exemple, quand j'étais jeune, si j'ai cassé la guibole, il n'y avait aucun changement de comportement envers moi. Maintenant, quand je suis vieille et que je suis tombée, il y a un comportement complètement différent de ce qu'il y avait quelques années auparavant. Écoutez-moi, madame, faites comme je vous dis. J'ai fait 118 ans. J'ai toute ma tête. Pourquoi je devais faire comme lui, il dit? Je ne demande pas qu'il se courbe devant moi, je ne sais quoi, mais qu'il arrête de me traiter de différente, même si je suis différente. Parce qu'avec leur comportement, c'est encore pire. Pour Anne-Marie, l'avancée en âge se vit surtout à travers le comportement des autres. La vieillesse relèverait donc d'abord d'un ressenti, provoqué par des indicateurs internes, mais aussi externes. En 2019, une étude Ipsos révélait que c'était vers 69 ans qu'on commençait à être considéré comme vieux, sans forcément pouvoir expliquer l'origine de ce sentiment. Pour y voir plus clair, le sociologue Bernard Hennuyer revient sur l'origine de la notion d'âge dans notre société. Grosso modo, jusqu'au XVIIIe siècle, les gens ne connaissent pas leur âge. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'état civil. L'âge est une création de la Révolution française, où les révolutionnaires, pour éviter qu'on catégorise les gens en noblesse, bourgeoisie ou tiers-état, qui était une sacrée discrimination, ils ont créé la notion d'âge pour dire, avec l'âge, les gens vont être à égalité. Il n'y aura plus ni noble, ni bourgeois, ni tiers-état, il y aura les gens qui auront un âge. Et c'est très intéressant, cette notion qui au départ se veut égalitaire, va se retourner pour devenir finalement une discrimination, puisqu'on va voir qu'on discrimine aussi bien les jeunes que les vieux, et que je dirais les plus tout jeunes ni les pas tout vieux. C'est ce qui est surtout déterminant pour l'agisme, c'est le vieillissement social. Ça veut dire l'âge que vous donnent les autres. L'expression classique, c'est
il fait pas son âge, ou bien il fait plus vieux que son âge. Ça, c'est le vieillissement social, et particulièrement en fonction de votre statut social. On va voir que si vous avez été cadre supérieur, d'abord vous vivrez beaucoup plus longtemps en meilleure santé que quelqu'un qui a été ouvrier ou salarié agricole, et que le regard de la société, pour le coup, est absolument différent pour des gens au même âge en fonction de leur parcours social. L'âge ne veut finalement pas dire grand-chose. Par exemple, à 45 ans, on peut être carrément vieux pour sa cousine de 20 ans, très jeune pour sa tante de 80 ans, et déjà senior pour son employeur. Pourtant, il y a une chose qui met tout le monde d'accord. Plus les bougies sont nombreuses sur notre gâteau d'anniversaire, plus l'angoisse s'installe. L'autrice, chercheuse et psychothérapeute Juliette Pélissier nous explique pourquoi c'est la cata de voir les années s'additionner. On a d'un côté une image encore très classique où à l'âge ou à la vieillesse, on va associer une certaine forme de sagesse, de raisonnabilité, de choses comme ça, et à l'opposé, une image très clairement centrée autour de ce qu'à une époque on appelait le gâtisme, de ce qu'aujourd'hui on va politiquement, de manière plus politiquement correcte, on va parler de maladie d'Alzheimer, etc. Mais fondamentalement, c'est pour un certain nombre de gens en tout cas qui s'expriment, ça veut dire la même chose. Historiquement, on trouve à toutes les époques ces deux choses-là. C'est vrai que le point peut-être le plus saillant de notre époque, c'est que ça s'est déséquilibré au sens que il y a de moins en moins de personnes qui associent la vieillesse avec la sagesse. On a de toute façon dans notre culture une vision négative du vieillissement. Globalement, vieillir, c'est pas grandir, alors que vieillir, c'est grandir. Qu'une des particularités du psychisme humain, c'est qu'on n'est jamais achevé et qu'on peut toute sa vie continuer à grandir. Or, on a une vision culturelle globale qui a tendance à penser le vieillissement de l'esprit et des gens un peu comme le vieillissement du corps, quoi. Sous-entendu, si vous courez moins vite le 100 mètres à 80 balais qu'à 20, ça veut dire aussi qu'à 80 balais, vous êtes moins intelligent, moins susceptible psychiquement de faire des choses, ce qui est totalement faux. Dans les faits, psychiquement, on peut courir aussi vite, ou en tout cas aussi bien, à 90 ans qu'à 20. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est très présent, ça. Ce qui l'emporte, c'est plutôt tout ce qui touche autour de la dégradation, du déclin, de la maladie, etc. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la guerre des générations ? Cette fameuse querelle opposerait les jeunes et les vieux. Sauf que face à l'agisme et aux idées reçues, il semblerait que jeunesse et vieillesse soient à peu près dans le même bateau. Marie Caillot est présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, une commission consultative auprès de la Première ministre. Pour cette saison, elle incarnera la voix de la jeunesse en tant qu'experte, ou plutôt des jeunesses. Quand on parle de jeunesse, on parle de quoi ? Ça, c'est un sujet pour le coup sur lequel l'ensemble des experts donnent pas forcément toujours la même définition et en fait, ça va dépendre beaucoup du sujet. C'est-à-dire que parfois, on va se dire ça commence à partir de 16 ans, d'autres fois à partir de 18 ans et on va le faire terminer soit à 25, soit à 30 ans. En revanche, ce sur quoi on se met quand même d'accord globalement quand on parle des jeunesses, c'est que c'est un état de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et donc, on peut considérer que la jeunesse, ça se termine au moment où on va avoir, par exemple, son appartement, son premier emploi, être stabilisé dans sa vie de couple. Enfin voilà, ce genre d'éléments qui nous font dire, tiens, la personne, elle a terminé sa transition vers l'âge adulte. De manière générale, les acteurs de jeunesse parlent vraiment des jeunesses, en considérant qu'on n'a pas du tout la même vie quand on a 18 ans, 22 ans, 25 ans, et en considérant aussi qu'en fonction de ses revenus, son milieu social, là où on habite, si on habite dans les milieux ruraux, si on habite en ville, en fait, on n'a pas du tout le même statut, la même manière de vivre et les mêmes besoins. C'est quoi les préjugés qu'on a sur les jeunes ? En fonction du sujet, on va pas parler des mêmes jeunes, mais on va avoir l'impression qu'ils sont une globalité, tous les mêmes. Il y a certains moments où quand on parle des jeunes, on va dire oui, les jeunes, c'est la génération climat. Ce sont les jeunes qui s'intéressent aux questions environnementales, qui sont très soucieux, qui sont éco-anxieux. Et en fait, il n'y a pas une jeunesse éco-anxieuse. Il y a des jeunes, il y a une partie de la génération qui s'inquiète de ces questions-là, mais il y en a une autre qui est très éloignée et qui se soucie pas forcément de l'avenir climatique ou du réchauffement. Voilà. Mais ce qui est intéressant quand même de constater quand on parle des préjugés qu'il peut avoir envers les jeunes, c'est que globalement, c'est les jeunes TikTok, les réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément envie de travailler ou qui sont plus aussi motivés que les générations précédentes. On repère quand même une chose, c'est que c'est assez peu souvent positif quand même. Et on sait d'où ils viennent, ces stéréotypes ?
C'est un petit peu le traitement médiatique qui joue, je pense. Pendant le Covid, la manière dont on parlait des jeunes, les sujets qu'il y avait, c'était des jeunes qui faisaient des soirées clandestines dans des appartements. Quand on voit ça, quand on a cette représentation et qu'on ne vit pas forcément avec des jeunes autour, on peut être tenté de se dire et faire le raccourci de tous les jeunes sont comme ça. Et malheureusement, je pense que ça concerne les jeunes, les moins jeunes, toutes les personnes qui sont victimes de préjugés en fait. J'ai une mauvaise nouvelle. Ce lavage de cerveau nous influence tous. On se retrouve alors à décider à la place de nos grands-parents, en pensant mieux savoir qu'eux. On se permet de refuser un logement à un jeune ou un prêt à un vieux par peur de ne pas être payé. Ou alors, on évite d'embaucher quelqu'un de trop junior ou de déjà cinquantenaire. Ces stigmatisations et discriminations liées à l'âge sont parfois flagrantes, souvent sournoises, mais bien palpables pour celles et ceux qui en sont victimes. Anne-Marie pose des mots dessus. Un enfant, quand on rencontre une personne âgée, elle ne le considère pas comme une vieille malade, etc. C'est les parents qui disent après que, oh, tu sais, elle est malade, elle est vieille, fais attention, machin. Moi, je sais que même beaucoup de copines et beaucoup d'amis, ils n'aiment pas parler de tout ça. Ils subissent, mais ils n'aiment pas parler. Le mot agisme a été inventé en 1969 par Richard Butler, un gérontologue américain, qui lui donne comme définition la discrimination fondée sur l'âge. Si Butler précise que jeunes et vieux sont possiblement concernés, il ajoute que l'agisme peut refléter, je cite, « une profonde gêne, une répugnance personnelle et un dégoût chez les jeunes et les personnes d'âge moyen envers le vieillissement, la maladie et l'infirmité, ainsi que la peur de l'impuissance, de l'inutilité et de la mort. » Bernard Ennuyé nous donne sa définition à lui de l'agisme et nous détaille comment on en est doucement, mais sûrement, arrivé là. Ça veut dire c'est de réduire une personne, quel que soit son âge, à son âge. Après, on verra qu'il y a des discriminations, mais l'agisme, c'est ça. Dès qu'on dit quelqu'un « dis-moi ton âge et je saurai qui tu es », on est dans l'agisme. La phobie de la vieillesse, donc de la dernière partie de la vie, qui commence, on ne sait pas. Pour des gens, ça commence jamais, puis pour des gens, ça commence 3 minutes avant qu'ils décèdent. Elle a commencé, de ce que disent les historiens, au XVIIIe, au moment où la France est le pays d'Europe qui a la plus grande espérance de vie, donc qui vieillit le mieux. Donc ce qui est intéressant, parce que ce qui est a priori un avantage, va se retourner, disent les historiens, comme un handicap. Ce qui est complètement fou, puisque la France est le premier pays d'Europe à avoir une espérance de vie qui croît. Comment ça se fait ? Ils expliquent ça essentiellement parce que la France, en Europe, avait une position phare. On est quand même aussi le pays des Lumières. Les Lumières, c'est la fin du XVIIIe, c'est 1780. Un siècle après, 1870, alors que la France commence à avoir beaucoup de gens de 60 ans et plus, et que c'est un progrès, la France perd contre la Prusse. Et ce qui a été dit, c'est que la France a perdu contre la Prusse parce que c'était un pays âgé et que les Prussiens avaient des gens plus jeunes. On dira la même chose à la guerre de 40, hein. On dira la même chose en 40. La France a perdu en 40 parce que c'est un pays de vieux. La France a aussi perdu sa place en Europe dans ces années-là, en perdant la guerre. Et vous avez un démographe qui, en 1928, qui s'appelle Alfred Sauvy, qui va créer le concept de vieillissement populationnel, en appelant vieillissement populationnel le pourcentage des personnes qui ont plus de 60 ans à l'époque. Et il dit, si ce pourcentage est important, ce pays est décadent. Donc la démographie française a renforcé cette histoire de défaite historique en disant finalement, quand il y a beaucoup de gens de plus de 60 ans, c'est un pays qui n'a pas d'idées, c'est un pays qui n'avance pas, c'est un pays décadent. Imaginez-vous, on est au 19e siècle, et puis il y a des estampes, des gravures, qui représentent le cours de la vie sous la forme d'un escalier qui monte jusqu'à la cinquantaine, pour ensuite dégringoler jusqu'à la mort. Ces degrés des âges, c'est leur nom, attribuent une caractéristique précise à chaque décennie. Et alors accrochez-vous bien. Parce qu'à partir de 10 ans, on évoluerait de l'âge de l'adolescence jusqu'à l'âge de la maturité, 50 ans donc, en passant par la jeunesse, la virilité, puis la discrétion. C'est là que ça se gâte, parce qu'on enchaînerait ensuite avec les âges du déclin, de la décadence, de la caducité, de la décrépitude et même de l'imbécilité. Une charmante manière d'appréhender l'existence. L'agisme est donc un héritage historique renforcé par des éléments culturels contemporains. Ce mélange anti-âge se nourrit de nombreux stéréotypes et peut s'exprimer de plusieurs manières. Dans les gestes, les paroles,
le traitement médiatique, les soins de santé, l'accès aux droits, etc., etc. Pour comprendre la force de l'agisme, il est important de saisir le pouvoir des préjugés. Eux-mêmes créent des clichés qui ensuite nous poussent à agir automatiquement. Juliette Pélissier nous en dit plus. Dans notre culture, on a quand même beaucoup de stéréotypes liés aux différents âges de la vie, particulièrement quand même qui touchent les personnes dites âgées. Rien que l'expression personne âgée, comme si on n'avait pas d'âge avant d'en avoir un grand. Alors psychologiquement, les plus célèbres, c'est typiquement le fait que les personnes âgées seraient, par exemple, vous allez trouver radines, réactionnaires, psychorigides. Mais inversement, vous entendez des gens vous dire les jeunes, ils sont ceci ou les jeunes, elles sont cela, quoi. Et ça, c'est typique de l'agisme, mais comme c'est typique du sexisme, du racisme, enfin de toutes ces formes-là. C'est-à-dire que c'est un point commun entre des millions de personnes, et à partir de ce point commun qui n'est là que le point commun d'être né la même année ou à la même époque, un point commun chronologique, on en tire des sortes de conclusions, de jugements sur qu'elles auraient en commun des manières de penser, ou des manières de voir le monde, ou des manières de voter, ou des manières de faire l'amour. Voilà. C'est à la fois totalement uniformisant, totalement dépersonnalisant. Enfin, ça a différentes incidences. Dans tous les cas, en effet, ça désingularise complètement la personne. Et puis, ça l'assigne en quelque sorte à son âge, et en donnant à cet âge-là une valeur qui potentiellement n'a rien à voir. Enfin, les seuls points communs entre tous les gens qui sont nés en 1960, c'est d'être nés en 1960. Même les points communs culturels dépendent énormément aussi de la classe sociale, de là où on a grandi. Enfin, c'est particulièrement dangereux, mais comme dans les autres formes de isme. D'ailleurs, ça nous interroge. Est-ce que c'est possible de cumuler ? Les questions de sexisme et d'agisme se cumulent clairement au niveau du boulot, au niveau mais même de l'accès à la santé, de tout un tas de choses. À partir du moment où on est une femme âgée, on devient en effet invisible dans tout un tas d'espaces. Ça a même été montré il y a des études très clairement sur le temps d'attente aux urgences à situation équivalente. Un monsieur de 80 ans et une dame de 80 ans arrivent aux urgences, la dame va attendre davantage. Et c'est pas un hasard si on retrouve aussi ces situations de beaucoup de grandes entreprises dirigées par des gens âgés, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure du fait que la vieillesse était plus associée à la sagesse. La vieillesse de certains types de mecs est encore associée au pouvoir. Après, vous avez aussi des cumuls, le cumul handicap et agisme aussi, on le retrouve. Mais comme on retrouve grossophobie et agisme, etc., c'est-à-dire qu'on va avoir les deux. Et du coup, ça, ce que ça crée, c'est juste qu'à chaque fois, les risques d'être maltraité, les risques de stress minoritaire augmentent. Un gros sujet aussi qui est celui des personnes racisées. Donc, par exemple, une femme noire de 80 ans a encore moins de chances d'être entendue qu'une femme blanche de 80 ans. Quant à la dimension LGBT, quand vous voyez déjà que dans notre culture, en gros, un des stéréotypes les plus courants, c'est la sexualité des personnes âgées. Donc si en plus vous rajoutez là aussi l'intersection en quelque sorte que la vieille ou le vieux en question a une orientation de genre ou une identité de genre qui soit pas la plus normée, c'est là aussi, on a un cumul de complications, voire de maltraitance. Pour approfondir le sujet de l'invisibilisation des vieilles et vieux LGBT+, on vous conseille l'épisode 5 de la saison 1. Et d'ailleurs, pour saisir comment l'agisme affecte la vie sentimentale et sexuelle de nos aînés, vous pouvez écouter toute la première saison. Entendre à répétition que les vieux sont comme ci ou comme ça finit par uniformiser une population pourtant diverse et variée. Si les infos ne parlent des aînés qu'à travers les chiffres d'Alzheimer ou les scandales en EHPAD, l'inconscient collectif retiendra alors que toutes les personnes âgées sont malades et en maison de retraite. Et c'est bien ça le souci. Dans les miroirs que sont l'art et les médias, la vieillesse peut perdre de ses nuances. Yann Lanier, délégué général de l'association Petits Frères des Pauvres, nous parle des représentations culturelles qui nourrissent les stéréotypes. Une entreprise de résidence senior a en ce moment une publicité qu'on voit partout avec deux seniors avec des casques à l'ancienne sur un scooter. Ça fait très Dolce Vita italienne parce qu'il y a un marché et puis parce que on sait qu'il va y avoir un boom énorme là dans les 10 ans à venir sur les 75-84 ans en termes de besoins d'adaptation de logement ou de changement de logement. Mais c'est vraiment important de pouvoir
mettre ça à distance et essayer de pas tomber dans les clichés les plus lourds, même si la publicité, le marketing les utiliseront toujours. Ça fait partie du jeu. Il faut complexifier le sujet en quelque sorte. Pendant la crise du Covid, on a vu que quand le président de la République notamment s'adressait aux plus vulnérables, on avait l'impression que toutes les personnes âgées vivaient en EHPAD, que toutes les personnes âgées avaient des fragilités, alors que la grande majorité des personnes âgées est dans la robustesse encore. On est dans une discrimination très mainstream en fin de compte. L'ARCOM a des chiffres là-dessus sur le nombre de personnes âgées qu'on voit dans les programmes de télévision aujourd'hui, qui est absolument inversement proportionnel aux personnes qui regardent ces mêmes programmes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la télévision est principalement consommée par les personnes les plus âgées dans la société. Les 65 ans et plus ne représentent que 6% des personnes à l'écran, d'après le baromètre de la représentation de la société française établi par le CSA en 2022. Je fais souvent le comparatif avec les comédiennes. C'est communément connu. Les comédiennes au-dessus de 45-50 ans se voient proposer de moins en moins de rôles ou des rôles de plus en plus caricaturaux. Eh bien, pour l'âge, c'est un peu pareil, même s'il y a en ce moment un petit phénomène de mode. Alors, moi, je pense que c'est un phénomène de mode, mais regardez le nombre de films qui sont sortis au cinéma sur ces 18 derniers mois, qui parlent des EHPAD, qui parlent de l'intergénérationnel, qui sont des feel-good movies plutôt pour certains bien faits. Il y a aussi une industrie qui s'adapte parce qu'elle est en train de comprendre le papy boom dans lequel elle va devoir développer son business demain. On peut vivre quelque chose d'assez dual en quelque sorte. À la fois des discriminations sur lesquelles il faut encore combattre, et puis, en même temps, un marché qui va faire que la visibilisation des personnes âgées en tant que consommateurs, et d'abord en tant que de consommateurs, à mon avis, va nettement s'améliorer. Anne-Marie a son avis sur cette question. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de téléspectateurs qui veulent voir comment l'homme ou femme se dégrade, comment... Voilà. Au contraire, je pense que c'est pas intéressant du tout. En termes de représentation, la qualité compte autant que la quantité. Et même si c'est assez difficile à juger, en 2021, une étude a été réalisée en analysant plus d'1 milliard de mots utilisés dans les fictions et les médias américains et britanniques. Ce qu'il en est ressorti est peu reluisant, car pour décrire les personnes âgées, les propos négatifs sont 6 fois plus employés que les propos positifs. Le support où l'agisme se manifeste tout particulièrement serait la presse magazine. Il y a évidemment les commentaires problématiques fréquents des titres people sur le physique des célébrités de plus de 50 ans, mais il y a aussi le fait que l'on voit encore trop rarement des figures âgées sur papier glacé en dehors de la presse dite senior. Pour preuve, quand un grand magazine de mode comme Vogue dédie la une de son édition philippine à une tatoueuse de 106 ans, le monde entier s'extasie de cette audace. Pareil quand la revue Sports Illustrated, connue pour ses couvertures sexy, fait poser Martha Stewart à 81 ans. Même si l'univers de la presse répond à des enjeux publicitaires, la rareté de la mise en avant des plus vieux participe à leur invisibilisation, alors même qu'en France, les 60 ans et plus représentent 1/4 de la population. Difficile de trouver sa place au milieu de ces représentations de la vieillesse entre les grabataires proches de la mort et les marathoniens nonagénaires. Le cas des études est aussi parlant. Sur un panel représentatif de la population française, il est assez courant de catégoriser les âges par tranche de 10 ans jusqu'aux fameux 60 ans et plus. Sauf que dans ce plus se cache parfois 40 ans d'écart. Autre cas, celui des études qui s'arrêtent à 85 ans, alors que près de 2 millions de personnes ont plus de 85 ans en France. Résultat, on se retrouve avec peu d'informations sur 25% de la population et donc une représentation biaisée. Cette uniformisation de la vieillesse a des conséquences sur la manière dont on considère les personnes concernées. Juliette Pellissier nous en donne quelques exemples. Dans les EHPAD, la quasi-totalité des professionnels ont comme stéréotype que tous les vieux se ressemblent à peu près, écoutent à peu près la même musique ou ont écouté la même musique, aiment les mêmes choses, etc. Du coup, vous avez des personnes qui ont déjà du mal à imposer leur singularité, en plus dans un environnement qui est persuadé qu'il n'y en a pas de singularité. La caricature, c'était il y a encore quelques années, ça a un peu changé, mais ça reste un gros décalage par rapport au réel. À une époque, par exemple, vous interrogiez des professionnels en EHPAD sur quelles étaient les musiques qu'aimaient les personnes âgées, et vous interrogiez les personnes âgées sur quelles étaient les musiques, machin, vous aviez un décalage d'une génération. C'est-à-dire que les professionnels
pensaient que les personnes âgées qu'elles accompagnaient avaient des goûts qui correspondaient aux goûts en fait des parents de ces personnes accompagnées, et avec des goûts là aussi hyper uniformes. C'est-à-dire, non seulement tout le monde était censé avoir aimé Charles Trenet alors qu'elles avaient passé leur enfance à faire venir le rock des États-Unis en France, mais en plus, tout le monde Charles Trenet. Non seulement on voit tous les vieux comme pareil, mais on les voit comme s'ils avaient 30 ans de plus qu'ils ont. Anne-Marie a développé une stratégie pour faire taire l'agisme et pour que l'on arrête d'évaluer si elle fait son âge, c'est-à-dire si elle correspond bien à l'idée que les autres se font de son âge. Là, j'ai 78 ans et je dis que j'ai 83. Ah, madame, mais vous ne faites pas. Mais non, je ne fais pas parce que j'ai peur. Non, je pense qu'ils ne s'attendent pas, vous comprenez, à ça. Donc, ils restent sur leur image, sur leur idée et tout. Et je leur casse la baraque, donc tout change. Et j'ai compris que je suis gagnante. Menteuse, mais ça marche. Cette technique bien rodée nous a inspirés et on a demandé à Juliette Pélissier ce qui se jouait psychologiquement derrière l'idée de ne pas faire son âge ou de ne pas se sentir vieux. Sur certains aspects, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est-à-dire que c'est la preuve que ce qu'on ressent en soi, dans son fonctionnement psychique, est différent des clichés. On vit dans une société qui nous dit, en effet, être vieux, c'est être sénile, être gâteux, plus arriver à penser, plus avoir de désir, plus vouloir faire des choses, plus prendre du plaisir, tout ça. Donc, quand quelqu'un de 80 ans se retrouve à avoir encore envie de tout ça, une des phrases qui peut traduire ce décalage du coup entre les stéréotypes dont je parlais et ce qu'il constate ou ce qu'elle constate de ce qu'elle vit, c'est de dire mais en fait je suis toujours jeune dans ma tête. Alors, et c'est à la fois vrai au sens que dans sa tête en effet tout ça fonctionne encore. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à plus associer en effet un âge de la vie avec un certain type de fonctionnement psychique. Mais on est dans une société très achevante psychiquement. Il y a l'enfance où là tout le monde grandit, on a le droit, et puis assez vite, quand on arrive à 20 ou 25 ou 30 ans, on est censé, entre guillemets, être achevé, avoir appris ce qu'on avait à apprendre. On nous demande de choisir, de se poser, enfin tout un tas de mots abominables. Et là, à partir de là, dans les clichés culturels, on est sur du déclin relativement lent au début et puis sous-entendu de plus en plus accéléré à la fin. C'est une catastrophe cette vision. Elle est profondément contraire à ce que le cerveau est fait pour faire, à savoir apprendre toute sa vie. L'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport sur l'agisme parce qu'elle le considère comme un enjeu mondial. Concernant les effets de ces discriminations sur les personnes âgées, elle est arrivée à la conclusion que, je cite, « L'agisme a des conséquences graves et profondes sur la santé et le bien-être des gens. Chez les personnes âgées, il est associé à une moins bonne santé physique et mentale, à un plus grand isolement social et à une solitude accrue, à plus d'insécurité financière, à une baisse de la qualité de vie et à un décès prématuré. On estime que 6,3 millions de cas de dépression dans le monde sont dus à l'agisme. » Avec cette saison, c'était important pour nous de ne pas considérer que l'agisme ne touche que les personnes âgées. Mais il nous semble aussi primordial d'expliquer en quoi les discriminations faites aux plus vieux peuvent avoir de plus lourdes conséquences. Pour comprendre un peu mieux les mécanismes derrière tout ça, on a posé la question à notre psychothérapeute Juliette Pélissier. Sur les dimensions psy, l'agisme qui touche les personnes âgées est plus fort en termes d'effet, au sens où les jeunes, les clichés qu'il va y avoir, les stéréotypes autour des jeunes, qui sont pénibles, hein, mais sont comme liés aux stéréotypes globaux qu'on a par rapport à la vieillesse et au vieillissement. C'est-à-dire, ça va être que les jeunes, ils sont impulsifs, ils réfléchissent pas assez avant d'agir, alors que les clichés qui touchent les personnes âgées, ça va systématiquement quand même être sur le côté de l'impuissance, sur le côté de l'incapacité, sur le côté on n'est jamais très loin justement du handicap, de la maladie, de la privation, de l'autonomie de la personne, de ses droits, de sa capacité à agir, etc. Donc des choses qui sont évidemment beaucoup plus violentes en termes d'effet que ça peut avoir sur la personne. On va le voir ensemble tout au long de cette saison. Les répercussions de l'agisme sont multiples et insupportables. Être discriminé à cause de son âge peut mener à la dépression et au suicide, à développer des troubles physiologiques, à perdre son emploi,
à être privé de ses droits de citoyen ou encore à vivre dans la précarité et l'isolement. Et si une des solutions pour venir à bout de l'agisme était de sortir les jeunes et les vieux des cases dans lesquelles on les met? Il serait alors question de détricoter le problème à la source en changeant notre rapport conflictuel avec les années qui s'accumulent. Bernard Ennuyé et Yann Lanier nous donnent quelques tips pour y parvenir. Les gens redoutent de vieillir, alors que quand on pose aux gens la question à quel âge avez-vous été le plus heureux, quand on pose des questions de tous âges, alors les gens âgés répondent 60 ans, 60, 65, 70 ans. Ça veut dire que tous ces stéréotypes très français, toute cette phobie de la vieillesse, ça a un impact que les gens ont l'impression que de toute façon, plus avance en âge, plus ça va se passer mal, alors que c'est faux. Et ça, c'est quand même dommage. Et qu'éventuellement, certaines fois, ça peut créer des difficultés entre les générations. Il y a conflit des générations, moi si vous voulez, quand les gens s'ignorent. Mais moi, quand des jeunes côtoient des vieux ou des vieux côtoient des jeunes, les barrières tombent. Mais c'est comme le racisme. Hein. Ce qui est dramatique, c'est que ces images sur la vieillesse empêchent peut-être des gens plus jeunes d'aller vers des gens plus âgés, tout simplement à cause de ça. Alors qu'une fois qu'on est au contact, c'est fini. Quand on a justement ces petites rides qui commencent à apparaître au coin des yeux et que 10 ans avant, vous avez perdu votre meilleure amie qui, elle, n'a jamais vu des rides au coin des yeux, vous pouvez vous dire que vous avez de la chance d'avoir 40 ans. Vous pouvez vous dire que vous avez de la chance d'avoir 50 ans. Et puis c'est bien de se dire qu'on peut avoir de la chance d'avoir 60, 70, 80. Et ça suppose de pouvoir valoriser positivement une image de l'âge. Alors tout le monde n'est pas Mick Jagger, mais en même temps, vous avez un nombre considérable de personnes qui vieillissent heureux. Si l'image de la vieillesse, c'est la baisse de vos revenus de 50%, le fait de vivre dans une maison qui va devenir un vrai piège pour vous au quotidien, et le fait d'être invisibilisé et de voir vos enfants s'éloigner, etc., c'est sûr que ça fait pas envie comme ça. Hein. Donc il y a un vrai travail de valorisation du bien vieillir, sans tomber dans l'injonction qui puisse être les mêmes que les injonctions du rapport au corps. Dans cet épisode, on est remonté à l'origine historique de la phobie de la vieillesse et on a vu comment les représentations actuelles alimentent nos préjugés. On a aussi compris que les stéréotypes uniformisent les populations et que cette image faussée banalise les discriminations. En gros, puisqu'on comprend mal ceux avec qui on cohabite, eh bien on les traite mal et ça se répercute de manière très concrète sur leur quotidien, leur santé, leurs finances, leur emploi, leur vie en général. L'avancée en âge peut être sombre, invalidante, solitaire, précaire, mais elle peut aussi être joyeuse, libératrice, solidaire et riche de sens. Tout dépend de l'environnement qui nous entoure. Nos conditions de vie et nos interactions sociales jouent un rôle déterminant sur la qualité de nos dernières années. Pour rendre à la vieillesse toutes ses couleurs, il est nécessaire d'améliorer notre écosystème et donc de remodeler nos représentations. Du haut de ses 78 ans, Anne-Marie a une dernière chose à nous dire. Il y a un petit problème, qu'on est des milliers de vieilles et vieux. Et on est tous différents en vérité. Il y a deux choses. La première, c'est que pas tous les heures leur rappeler qu'il est vieux. Et deux, prendre en compte leur propre volonté et décision. Vous venez d'écouter Même pas mort, un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. J'ai écrit, réalisé et monté cet épisode, Orphée Loro en a fait le mixage et Audio Tactique en a composé la musique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite!